Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents pour ce live. Toutes mes excuses pour le retard. Alexia a un petit peu de retard. Elle me dit qu'elle va se connecter, donc elle devrait arriver très bientôt. En attendant, n'hésitez pas à me dire dans le chat d'où vous nous regardez. Je sais qu'on a souvent des gens de partout en France, donc ça m'intéresse de savoir où vous êtes en ce moment et aussi dans quel état d'esprit vous venez à ce live. Et voici Alexia. Hello Alexia, Salut, bonjour à tous. bonjour. J'ai lancé le live en attendant pour faire patienter les gens. Pas de soucis, je suis Euh, désolée, j'ai des soucis de connexion. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien. Normalement, ça devrait aller. J'ai mis mon téléphone en partage de coup. ok, bah, écoute, moi pour le moment, tout va bien, je t'entends bien. Et du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours et comment tu es arrivée à ton métier aujourd'hui? Ouais, carrément. Bah, du coup, mon parcours, il a été un petit peu tout tracé depuis le lycée. En fait, j'ai découvert la profession d'infirmière puéricultrice quand j'étais peut-être en CM2 dans une revue des métiers et ça a toujours été mon objectif. Voilà, j'ai été attirée par ça. Dans ma famille, il y avait également des infirmiers, donc c'est vrai que ça m'a un peu toujours suivie. Donc moi, j'ai fait un bac, à l'époque, ça s'appelait ST2S, donc c'était un bac techno sanitaire et social. En fait, c'était le meilleur bac pour préparer les concours infirmiers, parce que l'école d'infirmiers et infirmières était encore sur concours pour rentrer. Donc, j'ai obtenu mon bac en 2013 et j'ai directement enchaîné donc, avec l'école d'infirmière. Donc là, je suis partie, pour ceux qui connaissent un petit peu la géographie, à Thouars. Donc, c'est au beau milieu des Deux-Sèvres, perdu. Et donc là, j'ai passé 3 années. Donc, j'ai vraiment appris plein de choses. C'était très tourné quand même sur les personnes âgées. Donc, en troisième année et dernière année, j'ai pu choisir un de mes stages et donc j'ai fait un peu des demandes partout pour vraiment, aller voir ce qui se passait en pédiatrie parce que mon but, c'était toujours de me spécialiser en tant qu'infirmière puéricultrice et donc, j'ai eu un stage en pédiatrie et qui m'a vraiment, vraiment plu. Du coup, quand je suis sortie de mon diplôme en 2016, eh ben, je suis partie bosser à Paris, donc à l'hôpital Necker. J'étais en cardiologie pédiatrique. Et en fait, bah, sur le terrain, c'est vraiment les auxiliaires de puériculture qui m'ont vraiment tout appris. J'avais jamais porté de bébé, jamais fait vraiment de soins. J'ai pas de petits cousins, etc. Donc vraiment, les jeunes parents, je découvrais. Et ça m'a vraiment fait un choc quand j'ai vu bah, en fait, la différence de pratique professionnelle entre les infirmières et les jeunes infirmières et les infirmières puéricultrices. Et là, j'ai vraiment eu envie de poursuivre et de me spécialiser. Donc, c'est ce que j'ai fait en 2018. Je suis retournée à Nantes, là où j'ai toutes mes origines et ma famille, pour pouvoir me spécialiser. Donc, reconcours d'entrée. Et là, cette fois-ci, la spécialisation se fait donc sur 12 mois pleins. Donc 6 mois de stage et 6 mois de cours théoriques, examens, mémoire, etc. Et là, je suis passée par vraiment tous les services un peu phares pour balayer toute la petite enfance, de la crèche à la PMI. J'ai bossé aux urgences pédiatriques dans mes stages, en néonat avec les grands primas, donc ça m'a vraiment bottée. Ce qui fait qu'après ma spécialisation, j'ai directement voulu travailler auprès des grands prématurés, donc je suis partie au CHU d'Angers. Et là, je me suis vraiment éclatée. Sauf qu'à un moment donné, bah, ça faisait finalement plus de 5 ans que j'étais déjà dans les services parce que en fait, nos formations infirmières et infirmières puéricultrices, elles se font finalement en alternance. Et en fait, ce rythme un peu décalé, je pense que mon corps en a eu marre. Donc, j'ai eu une grosse mononucléose à cette période-là. C'était en même temps que le le 1er confinement, donc tout le monde me disait que j'avais le covid, mais pas du tout. J'ai eu aussi des soucis de santé à cause de la mononucléose. Donc en fait, je me suis retrouvée hospitalisée à 25 ans. Donc, là, je me suis dit, «Bon, il est peut-être temps de m'écouter aussi». Même si j'adorais ce que je faisais auprès des parents, j'avais cette espèce de frustration, bah, organisationnelle. Quand on travaille aussi, alors c'est différent de Paris, mais
Quand on travaille en région, en fait, on est contractuel pendant vraiment très longtemps, donc on a cette insécurité de ne pas savoir le mois d'après ou dans 3 mois si on aura nos congés, si on aura un contrat. Et puis, le fait d'être toujours considéré comme un pion dans l'équipe et une contractuelle, une non-sachante. Alors que moi, je sortais d'une spécialisation où j'avais envie de partager, je savais plein de choses et j'ai eu vraiment cette grosse frustration. Donc là, j'ai décidé de quitter l'hôpital. Je me suis dit pourquoi pas aller voir ce qui se passe en crèche parce qu'en tant qu'infirmière puéricultrice, on peut devenir directrice de structure. Donc à ce moment-là, j'ai eu un CDD à Nantes et j'étais en fait sur le terrain. Il y avait déjà une directrice qui était éducatrice de jeunes enfants et une adjointe qui était également éducatrice de jeunes enfants. Et donc là, j'ai découvert la pluridisciplinarité vraiment dans tout son sens du terme, donc avec différents professionnels qui gravitent autour des enfants, enfin des enfants en bonne santé qui se développaient normalement. Alors, à part les petits virus, voilà, les maladies qui se transmettent, il y avait vraiment aucune problématique comme je rencontrais vraiment à l'hôpital dans les services dans lesquels j'ai bossé. Donc c'était vraiment super et cependant c'était encore les confinements et cetera, donc j'ai adoré tout ce travail en équipe, mais je me rendais bien compte que les parents, en fait, moi j'avais un peu l'image qu'ils étaient toujours accompagnés en ville, que voilà, il y avait les PMI disponibles et que ça se passait bien et en fait, je me rendais compte que les parents, sur les sujets de la diversification alimentaire, des émotions, du sommeil, du rythme, ils étaient vraiment seuls sans aide. Et en plus, je pense que le côté confinement, ça aggravait les choses, surtout que les seuls finalement un peu interlocuteurs qu'ils avaient, c'était comment dire, les pros de la petite enfance, mais du coup, les échanges étaient vachement réduits à ce moment-là. C'était un peu, on se passe l'enfant vraiment les bras tendus pour pas se contaminer, etc. Donc il y avait une anxiété. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit: «Mais en fait, comment ça se fait que les parents, ils ne savent pas que nous, on existe, quoi?» On est des pros diplômés d'État, donc vraiment, avec ce cachet, voilà, notre formation est fiable, on est des pros de santé et en même temps des pros de la petite enfance et comment ça se fait qu'après la sage-femme et quand on voit pas le pédiatre, on n'est pas l'infirmière puéricultrice, sur notre chemin. Donc j'ai décidé de créer la page, Instagram qui s'appelle Parlons Bambins et ça a tout de suite vraiment pris de l'ampleur. Ça va faire un peu plus de 2 ans maintenant. Et, sur cette page qui est aussi devenue un blog, un podcast, eh bien, les parents retrouvent vraiment de l'information nuancée. Ils peuvent piocher, toujours argumenter parce que en fait, les injonctions, j'ai remarqué ça aussi qu'il y avait énormément d'injonctions. Il faut pas faire ci, oui, mais pourquoi en fait c'est bien d'expliquer aussi le pourquoi du comment, donc voilà. Voilà mon parcours. J'ai un peu débordé. Je dis hésite pas à me couper, hein, d'ailleurs, Marine, parce que sinon, je pars Ouais, dans tous les sens. mais merci, c'était génial. La question du parcours est toujours forcément celle qui prend un peu plus de Ouais. temps parce que tu as quelques années à raconter pour qu'on comprenne la ligne directrice. Mais merci beaucoup, Alexia, déjà de ton temps pour faire découvrir ton métier. Et c'est quelque chose qui t'anime, hein, on le voit avec le média que tu as créé, donc Parlons Bambin sur Instagram et tous les autres contenus que tu crées. Moi, ma question pour commencer de manière concrète pour ceux qui veulent découvrir le métier, est-ce que Mmh. tu peux nous dire un peu en quoi consistent les missions d'une puéricultrice? Alors les missions d'une puéricultrice, c'est très large. En fait, dans notre formation, on est formé du développement de l'enfant, donc le développement in utero dès la grossesse, avec ses capacités et cetera, jusqu'à ses 16 ans et quelques jours. En fait, c'est la définition de la pédiatrie en France actuellement et donc l'infirmière puéricultrice, elle est amenée, surtout à travailler dans tous les services de pédiatrie qui existent, notamment à l'hôpital. Mais elle peut aussi travailler, donc j'en ai un petit peu parlé, dans les services départementaux, donc la protection maternelle et infantile. Là, elle a plusieurs missions, le suivi de la croissance de l'enfant, de ses 0 à 6 ans. D'ailleurs, c'est complètement gratuit, pris en charge par la région pour aller faire peser son bébé, suivre sa vaccination. C'est aussi les infirmières qui viennent faire les tests d'audition et de vue à la maternelle. Et il y a tout ce côté aussi accréditation des multi-accueils et des assistantes maternelles. C'est-à-dire que c'est les services de PMI qui vont venir évaluer si le lieu d'accueil est adapté, si les personnes sont suffisamment compétentes pour recevoir les enfants chez eux à domicile. Donc il y a toute cette partie-là.
Bien ensuite, on est vraiment formé à toutes les pathologies de l'enfant et surtout notre, plus-value, c'est qu'on est formé aussi à la psychologie, à la parentalité énormément, l'accompagnement à la parentalité et pourquoi l'accompagnement à la parentalité? Parce qu'en fait, c'est en passant par le parent que l'enfant se développe bien et nous, notre objectif, commun aux infirmières puéricultrices, c'est que l'enfant se développe bien dans un milieu sain, sécurisé et en fait, ses piliers, c'est ses parents. Donc tout passe par les parents et c'est ce que j'ai aussi décidé de faire avec Parlons Bambin. On pense que c'est très axé bébé bambin, mais en fait, c'est adressé aux parents. C'est pour les parents, pour qu'ils puissent s'en saisir et ainsi prendre confiance. Parce qu'un parent en confiance, c'est un parent qui se sent bien dans ses baskets et donc un enfant qui va bien. Donc voilà. Après, on peut trouver différents types de profils, comme une infirmière puéricultrice va vachement être dans l'allaitement, donc elle va vraiment proposer plus de choses ou se former un peu plus parce qu'on a aussi des diplômes d'État qui existent, des DU, diplômes universitaires, pardon. Donc il y en a plein, plein qui existent sur la douleur, sur l'accompagnement à la parentalité encore plus loin. Ça va sur le deuil périnatal, il y a sur l'allaitement, comme je disais, la nutrition aussi, en passage du solide, etc., lors de la diversification alimentaire. Donc après, chaque puéricultrice va avoir plus ou moins une casquette plutôt tournée sur l'éveil, sur les parents, sur voilà, selon ce qu'elle souhaite faire. Mais c'est vrai que ça peut être très large et souvent on a tendance à se spécialiser quand même dans les 1000 premiers jours, donc de la conception aux 2 ans de l'enfant. C'est vraiment là où il y a énormément de choses qui se jouent et pour les parents et pour l'enfant et surtout, c'est à ce moment-là aussi on a le moins d'acteurs, qui peuvent, vraiment accompagner les enfants. La sage-femme, ça s'arrête très vite, dès les premiers mois de vie. Après, voilà, elle passe le relais, elle est plus remboursée dans ses actes, donc elle va re-suivre des femmes enceintes ou des femmes, voilà, dans leur conception, dans leur contraception et puis, les pédiatres, les premiers mois, c'est 1 mois, tous les mois, la visite mensuelle et après ça s'échelonne vachement et puis, aujourd'hui, il y a quand même les déserts médicaux, il faut se le dire. Aujourd'hui, les délais pour voir un pédiatre, si j'appelle aujourd'hui, c'est dans 1 mois Ouais, et un médecin traitant, c'est dans 1 semaine. Donc quand ton enfant va pas bien et ouais. voilà, il se retrouve aux urgences pédiatriques et voilà, il y a énormément de travail de prévention, du côté de l'infirmière puéricultrice, donc voilà. Merci beaucoup. C'est super de découvrir, plus, ce beau métier. Je vois qu'il y a Laetitia qui a une question pour toi. Ouais. Quelles sont les qualités, compétences principales requises selon toi pour ce métier? Et est-ce que le fait d'être hypersensible peut être, pénalisant? Alors, je ne pense pas. Déjà, le fait de l'avoir identifié, c'est une bonne chose. Après, il faut pouvoir se lancer, tenter et après, selon les services, les structures où tu vas bosser, si ça t'intéresse, Laetitia, en fait, ton métier, il va prendre une toute autre tournure, en fait. Il faut pas se dire: «Ce métier n'est pas fait pour moi», si ça ne va pas à l'hôpital, par exemple. Après, il y a des facettes, qui vont vraiment bien te botter et puis finalement, le côté perso va prendre le dessus, le côté rémunération aussi. C'est ce qui s'est passé pour moi à l'hôpital, donc c'est pour ça que j'ai souhaité changer, même s'il y avait des aspects que j'aimais bien et ensuite, en tant que soignant, c'est vrai, on nous apprend très vite la juste distance. Sauf qu'en fait, dans des situations où il y a un accompagnement à la fin de vie chez un tout nouveau-né, en fait, parfois tu as des situations, elles te font un peu miroir, des parents qui te touchent plus que d'autres et en fait, c'est normal, c'est OK et je trouve qu'en fait, dans les services comme ça, il manque aussi de soutien psychologique des équipes et de liens, justement, je parlais de cette fracture entre, les contractuels et les filles en CDI qui sont vraiment ancrées dans leurs équipes. Moi, ce qui m'a vraiment manqué dans des services assez durs, techniques, où il y avait aussi bien de la vie que de la mort, c'est ce manque en fait de soutien, d'avoir des pairs pour, de cette sécurité en fait pour pouvoir échanger et parler et ça m'a pesé et je pense que c'est pour ça que mon corps a parlé au final. Je l'ai identifié, après voilà, j'ai pris du temps, du recul et j'ai changé et aujourd'hui, enfin, j'exerce, un peu à la carte. C'est vrai que ma situation est un peu particulière parce que j'ai lancé Parlons Bambin et ça a tout de suite pris. Aujourd'hui, voilà, je peux dire que j'en vis, mais c'est pas le cas de toutes, donc voilà, il faut aussi, pouvoir se poser, savoir ce qu'on veut. Mais pour moi, l'hypersensibilité, c'est pas du tout un frein. Au contraire, ça peut être un atout. Après voilà, tant qu'on l'a identifié, et qu'on l'a en tête, c'est OK. Super, merci Alexia. Et ça fait bien la transition avec une autre question sur le fait que tu disais que toi, ta situation est peut-être particulière parce que tu as Mmh. pu,
Enfin, tu as lancé ce média qui est une super réussite. Donc, je le redis, Parlons Moins 20 sur Instagram, que je vous invite tous à suivre. Diakemba demande comment on peut conjuguer le côté puère, entrepreneur et un travail salarié. La peur de ne pas pouvoir en vivre, en fait, si on est puère entrepreneuse. Bien sûr. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, la puéricultrice, va facilement se mettre en statut micro-entreprise parce qu'au jour d'aujourd'hui, on n'est pas, comment dire? Elle n'est pas réglementée, notre profession, en libéral. Donc c'est vrai que moi, j'ai tout de suite fait le choix d'être dans le digital et en fait, de toucher, plein de publics et en fait, par exemple, j'aurais souhaité m'installer à Nantes, faire des consultations sur Nantes. Peut-être que j'aurais choisi le statut libéral parce qu'en fait, il faut faire une demande à l'ARS par rapport à l'offre de soins. Comme si en fait on ouvrait un cabinet infirmier, sauf qu'en fait ça, on va jamais prendre en compte les soins infirmiers que tu vas faire parce que j'imagine que ton but c'est pas de faire des prises de sang à des personnes âgées, aller faire du contrôle de diabète, refaire des piluliers. Enfin, c'est plus du tout ça notre cœur de métier en tant qu'infirmière pure. Je pense que ça va venir à évoluer. Et moi, j'hésiterai pas à changer de statut quand ce sera possible, dans les cases, si je peux rentrer dans des cases. On va dire qu'actuellement, effectivement, il faut vraiment doser. Après, il n'y a rien de mieux que le bouche à oreille, essayer de s'associer à une structure. Il y a énormément de structures parentalité, des centres un peu de soins qui réunissent des ostéopathes, des kinés, il y a des doulas, etc. Pourquoi pas s'en rapprocher? Je sais qu'il y a aussi les associations qui s'appellent les LAEP, les lieux d'accueil parents-enfants. En fait, c'est comme une crèche, mais qui est tout le temps ouverte et les parents sont obligés de rester. Et donc, on va retrouver des pros qui vont être invités, donc des psychomotes, une infirmière puéricultrice qui peuvent faire des permanences. Mais c'est vrai que passer par les associations, c'est pas mal parce que du coup, elles ont des financements et du coup, vous êtes sûr d'être rémunéré pour cette prestation. Après, ça reste un petit peu à la marge, mais c'est vrai que faire du réseau. Après, je sais que moi, j'avais bossé au tout départ aussi pour une appli qui faisait de la messagerie de conseil en fait pour les enfants qui s'appelle Biloba. Mais je sais qu'il y a May Santé aussi qui fait ça. Et donc, on a besoin en fait de pros de santé spécialisés dans l'enfant. Donc, il y a des sages-femmes, il y a des infirmières puères. Ça peut être aussi faire des vacations du coup. En fait, tu t'inscris sur des plages horaires pour pouvoir répondre par chat à ces parents-là et tu es rémunéré. Ça, c'est un peu, si tu te dis, bon, je me fais 15 heures par mois, bah, c'est un peu un revenu fixe que tu peux avoir. Et après, moi, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai aussi eu cette chance, c'est quand je me suis lancée, je finissais un CDD de 6 mois, donc j'ai enclenché des droits au chômage, ce qui fait qu'en fait, quand j'ai lancé ma micro-entreprise, j'ai choisi de ne pas toucher tous mes droits au chômage, on peut le faire, mais en fait de garder et en fait les mois où je déclare rien, bah, en fait je touche mon chômage. Et par exemple, je dis n'importe quoi, j'avais 12 mois de chômage, eh bien, en fait, ça va faire 2 ans que je suis sur Parlons Bambin. Il y a des mois, j'ai rien déclaré, enfin, j'ai déclaré plus que mon chômage, mes droits. Et donc, je n'ai pas touché mon chômage. Et c'est des droits qui ne sont pas perdus. C'est un peu une cagnotte. Donc, en fait, demain, c'est les vacances, j'ai aucun revenu. Eh bien, en fait, j'aurai quand même quelque chose de la part de mon chômage. Donc, ça, c'est aussi une sécurité si on peut le faire. Et j'ai vu qu'il y avait une question aussi entre travail salarié et puis pouvoir faire des missions en entrepreneuriat. Après, il faut voir avec son employeur si c'est possible. Mais s'il y a un accord, etc., et que c'est vraiment, voilà, tout le monde est au clair, il n'y a pas de souci, je pense. Mm. Merci beaucoup, Alexia. Il reste 5 minutes, donc je vais te poser un peu les trois grandes questions. Je vais essayer de la faire courte alors. Ce serait qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Qu'est-ce que tu aimes le moins? Parce que l'idée, c'est aussi de montrer la réalité des métiers sous toutes les formes, hein, pour enlever aussi Ouais. le positif ou négatif. Et enfin, le sens que tu y trouves. OK. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est, en fait, toujours avoir même si on pense qu'en fait, je suis beaucoup dans le digital, j'ai quand même, un lien très fort avec les parents. J'ai la chance d'avoir, du coup, une communauté engagée. Je reçois beaucoup de messages, beaucoup de retours aussi sur ce que je fais, assez spontanés. Donc on sent qu'en fait, on touche quand même la parentalité, une corde sensible. On rentre dans les familles, un peu l'intimité
Et c'est vrai que ça, c'est hyper, hyper gratifiant. Par exemple, sur les réseaux sociaux, moi, j'avais beaucoup de mal à m'afficher en vidéo. Pour moi, il fallait que je sois voilà, au top. C'était impossible de faire une story au réveil ou le soir. Et en fait, maintenant, c'est très spontané parce qu'en fait, tu te rends compte que les mamans en postpartum, elles aussi, elles sont encore en pyjama à midi, qu'elles n'ont pas besoin de voir la fille parfaite à l'écran. Donc voilà, il faut aussi essayer de se dire que c'est OK et que les réseaux, c'est pas montrer que de la perfection. Donc voilà. Ça, je pense que j'ai un lien assez particulier avec ma communauté, j'aime beaucoup. Et aussi, je me réserve des créneaux dans le mois pour faire des animations en association ou dans des lieux, comme je parlais, pour toujours garder. Alors pour moi, c'est moins rémunérant, mais ça me nourrit quand même. Donc j'ai besoin de cet équilibre. Et du coup, j'en viens au côté un petit peu négatif. C'est que moi, je fais beaucoup, beaucoup, comme Parlons Bambin est devenu un média, je fais beaucoup en fait de co-création avec des marques, mais pour mettre en avant les conseils, on va dire que je pourrais donner spontanément sur Parlons Bambin, mais sauf que là, c'est associé. En fait, le plus chronophage, ça va être de donner les statistiques. En fait, ce qui n'est pas mon corps de métier, écrire des mails. Enfin, ça va être la partie un peu plus lourde, ce qui ne va pas se faire naturellement chez moi, parce qu'en plus, moi, je suis toute seule à gérer par Bambin. J'ai pas d'agent, j'ai pas de secrétaire. Enfin, voilà. Ça reste vraiment micro, quoi. Donc parfois, il faut gérer entre toutes les demandes. Et ça, c'est le côté moins cool. Et ensuite, la troisième question, Marine, c'était... J'ai perdu. C'était le sens que tu y trouves dans ton métier de puéricultrice. Aujourd'hui, j'y trouve vraiment un sens parce que je fais les choses à ma sauce sans me dire qu'il y a une limite de temps, une limite dans les moyens que je veux y mettre. C'est vraiment, pour moi, j'ai réussi à créer un petit peu le métier qui me convient. Je ne sais pas si ça va durer longtemps. Je pense que si par le moment ça venait à s'arrêter, peut-être que je retournerais auprès des professionnels de la petite enfance, en crèche, faire des formations, tout ça, parce qu'il y a un énorme besoin aussi. Et finalement, ça apporterait aussi aux parents et aux enfants. Mais en tout cas, je trouve qu'aujourd'hui, j'ai réussi à associer ce côté aussi créatif, je suis quelqu'un globalement très créatif, même dans ma vie perso. Et c'est vrai que de pouvoir faire mes propres visuels et tout ça, je m'éclate. Donc, c'est des trucs où je vois pas le temps passer. Et ça, c'est important. Merci beaucoup, Alexia, pour ton partage. Désolée, c'était un peu court, c'est toujours frustrant. J'étais en retard aussi, on a perdu 5 minutes. Mais vous avez l'Instagram de Alexia sur Parlons Bambin, que vous pouvez retrouver, lui poser vos questions sur le métier de puéricultrice. N'hésitez pas. Mille merci, Alexia, d'avoir participé, d'avoir donné de ton temps pour aider les autres. C'était super intéressant de t'entendre et de voir comment tu as réussi à composer un métier à ton image pour trouver ton équilibre. Je trouve que c'est un super enseignement aussi. Donc, mille merci. Ouais. Et c'est possible, quoi. Donc, vraiment, à toutes, vous le pouvez. Enfin, voilà. Il faut parfois... en fait, on ne peut pas toujours tout avoir tout de suite, mais ça se construit aussi sur le long terme. Aujourd'hui, j'en parle parce que c'est plus pérenne, on va dire, mais il y a quand même eu des grosses phases de doute. Tout n'a pas toujours été tout rose, mais voilà, il ne faut rien lâcher. Si vous êtes motivé, il y aura du résultat. Ça, c'est sûr. Et merci à tous pour vos questions. Merci beaucoup, Alexia. À bientôt. À bientôt. Salut.